la tire de l'intitulé même de la loi. Alors, elle a une grosse prétention. Stabiliser et développer, même si j'ai un terme d'encadrement. Parce que j'imagine que c'est ça, une loi cadre. Fixe les grands principes, le reste vient s'asseoir dedans. Mais il y a du contenu dans la stabilisation. Mais il y a du contenu dans le développement. Ça nous rappelle un peu les débats gouvernementaux sur le ministère du développement rural. Pour développer les espaces, c'est beaucoup de choses dedans. C'est des infrastructures, c'est les capital humain, c'est autant de choses. Mais, comme les collègues l'ont dit, il y a non seulement le développement qui est une charge énorme en termes de contenu, mais il y a aussi l'espace sous prétention, le développement rural. Donc on prend environ 80% de notre espace ou 80% de la population vit. Et là, ça fait quand même un contenu qui me paraît extrêmement grand. Et comme les collègues l'ont dit, il y a des lois qui ont préexisté. Il y a des acteurs qui ont préexisté et qui ont un certain comportement, comme les collègues l'ont dit. Comment on fait pour changer tout ça à partir des lois? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce que cette loi va encadrer tout ce qui a préexisté et va ramener de l'efficience là où il n'y en avait pas? Je me pose cette question. Parce que je pense que le développement d'un pays, c'est d'abord une question d'hommes, les hommes. Moins une question de texte, une question, je ne sais pas moi, d'encadrement par des principes, mais c'est les hommes. Deuxième préoccupation, avec quels outils cette loi prétend arriver au résultat de la stabilité et du développement? Avec quels outils? Je vois que ce sont les mêmes institutions, les mêmes services publics, parce que la loi se donne même la peine de rappeler les responsabilités de l'État dans certains discours. On commence par rappeler les responsabilités de l'État. Est-ce que ces rappels-là va permettre à ce que les acteurs qui semble-t-il avaient déjà oublié ce qu'ils devaient faire, qui commencent à le faire? Donc, je trouve que les outils avec lesquels il faut travailler sont les mêmes. Qu'est-ce qui va créer les automatismes cette fois-ci pour que la mayonnaise prenne? Troisième intervention et troisième observation, je vais m'arrêter là. Avec quel instrument l'honorable propose un autre établissement public, et je vois beaucoup de structures. Ces instruments-là, comme on l'a dit, ont aussi besoin de vivre eux-mêmes et donc d'avoir un financement. La conséquence, il faut une nouvelle redevance dont l'explication va être donnée par nous. Mais en tout cas, je pense qu'il risque d'y avoir un foisonnement de redevances, rien qu'à suivre ce que nous avons entendu aujourd'hui dans cette salle. Alors, on aura trois petites questions. Quelle est la constitutionnalité ou la légalité? Les collègues l'ont dit. Quelle est l'opportunité peut-être existe? Mais je vous attends plus sur la faisabilité en termes de 1+1 égalité. On prélève, grâce à la RRR, autant d'argent, c'est 30 millions, je crois, d'hectares qui sont utilisés. Et ça va produire autant pour qu'on mette ça dans tel aspect de développement. Merci. Chambre et la présidence qui l'a retourné, et aussi une proposition de loi portée par notre collègue Vunabandi sur le développement rural
donc la stabilité et le développement du milieu rural. Donc dans l'ensemble, nous avons d'abord félicité aussi bien les ministres que notre collègue pour le travail abattu, pour la préparation de ces textes. Nous avons qui vont aider vraiment dans le développement de notre milieu rural et de notre pays en termes d'aménagement, vous savez, avec tout ce que nous vivons. Mais de l'autre côté, nous avons aussi soulevé des préoccupations quant au fondement constitutionnel que ce soit le projet de loi ou de la proposition de loi, mais aussi comment ces projets de loi vont faire pour éviter un peu les conflits de compétences entre les différents ministères, et les attributions des différents ministères et les lois aussi déjà existantes. Et enfin aussi, comment nous éviter des conflits aussi de compétences entre le pouvoir central et le pouvoir, les provinces et les ETD, tout en sachant bien que nous fonctionnons dans un cadre où il y a une libre administration des provinces et il y a des matières exclusives au pouvoir central et aussi des matières exclusives au pouvoir, aux provinces et aux ETD. Alors voilà un peu dans l'ensemble, mais pour ne pas bloquer la machine, nous avons voté pour envoyer ces textes en commission et nous attendrons les travaux des commissions pour essayer de voir comment ils vont essayer de régler cette situation. Le président de la République a rencontré Martin Fayulu aujourd'hui, vos impressions? L'impression est très positive. Vous savez, quand les acteurs sont mobilisés pour faire face à l'agression rwandaise, et il n'y a plus question de majorité de l'opposition. Nous devons travailler ensemble parce que c'est la patrie qui est en jeu. Et nous saluons favorablement donc l'attitude de l'opposant Martin Fayulu qui vient donc joindre les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi pour qu'ensemble, comme la population était déjà mobilisée, toutes les couches sociales étaient mobilisées, que ce soit la police, les pharmacies, les structures politiques, la société civile. Donc maintenant, c'est l'opposition qui vient aussi joindre les réformes dans cette élite existentielle. Il faut savoir, si on n'élite pas, on va perdre le Congo. Et le projet de balkanisation du Congo avance et il faut freiner ces projets et les mettre hors d'état de nuire. Nous saluons favorablement l'attitude de l'opposition qui a compris comme pour soutenir le président de la République dans ce combat. Et ensemble, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci. Bon, mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, on devrait le dire. Je suis satisfait parce que cette proposition de loi vient d'être reçue par la plénière et envoyée en commission. Le travail va se poursuivre. Je voudrais noter qu'il s'agit d'une loi très importante qui va permettre de booster le fonctionnement des milieux ruraux, de stabiliser les milieux ruraux et de les prédisposer à se développer. Quelle est la particularité de votre loi, puisque vos collègues disent qu'il y a déjà d'autres lois qui cadrent le secteur La particularité de notre proposition de loi, c'est qu'il s'agit d'une loi cadre. Une loi cadre qui fixe les principes fondamentaux, des règles, je dirais, transversales qui touchent à plusieurs matières à la fois. C'est une loi qui, en fait, harmonise un certain nombre de dispositions, qui permet à plusieurs secteurs de la vie nationale, à milieu rural, de travailler en parfaite harmonie et qui apporte des innovations allant dans le sens de renforcer tous les secteurs de la vie nationale, ou plutôt de permettre à ce que les différents secteurs de la vie nationale à milieu rural soient au service de la population. Aujourd'hui, on constate que la population à milieu rural, c'est une population quasiment abandonnée, qui s'appauvrit, qui fuit les milieux ruraux, ça vous le savez. Il y a des endroits qui ne sont plus accessibles, il y a des endroits où il n'y a plus d'État, je peux dire des choses ainsi. Notre proposition de loi va dans le sens de renforcer la présence de l'État en milieu rural par des dispositions concrètes, pas seulement une simple littérature comme quelqu'un pourrait le dire, non. Nous proposons des innovations qui conduisent l'État à être présent en milieu rural, à prendre des initiatives allant dans le sens de développer ces milieux. Parce que nous avons constaté qu'il y avait aussi quelques déficiences en matière de législation. Je peux vous donner un certain nombre d'exemples. Nous suggérons une gestion moderne des milieux ruraux, à travers notamment la mise en œuvre d'un dossier de mise en valeur rurale. Cela n'a jamais existé. Si cela est fait, cela va faciliter, n'est-ce pas, la planification du développement milieu rural. Cela va faciliter la collaboration entre acteurs du monde rural. Cela va
apporter pratiquement des services tout à fait nouveaux aux populations en milieu rural. Par exemple, nous proposons la tenue annuelle des conférences annuelles des initiatives de développement rural. Quelqu'un a parlé de la redevabilité. Nous voulons que les différentes entités rurales de base, notamment les territoires et les communes rurales, nous voulons que les provinces, nous voulons que l'État fasse chaque année le point de la vie en milieu rural. Que ceux des acteurs ruraux, ceux des acteurs économiques en milieu rural, qui ont réalisé des avancées dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et autres, puissent avoir l'occasion de les présenter à travers ces rencontres-là, notamment les salons de l'agriculture et de l'élevage, ce qui permet justement à ces producteurs en milieu rural de vanter leurs produits, de trouver des financements nouveaux, de trouver des partenariats, pourquoi pas. Donc il y a toute une série d'innovations que nous suggérons pour que l'on passe de la situation actuelle qui s'avère tout à fait passive, tout à fait, je dirais, une situation qui ne prédispose pas au développement. Il y a donc une série de choses que nous proposons pour que l'on puisse passer de cette situation à un monde rural qui bouge vers le développement. Merci.